Le quartier Roombeek d'Enschede est considéré comme un quartier moins huppé de la ville, près de la frontière orientale des Pays-Bas. Loin des regards des autorités, des familles ouvrières vivent dans des logements modestes, construits les uns contre les autres. Par un samedi après-midi ensoleillé de mai 2000, les habitants de Roombeek sont rassemblés dans les rues, se demandant d'où vient ce nuage de fumée noire. Ils semblent surpris d'apprendre qu'il y a une sorte d'usine de production juste au coin de la rue. Ils ignorent totalement que le niveau de vie du quartier était si bas qu'une usine de feux d'artifice avait été autorisée à fonctionner tout près. Par pure curiosité, tout le quartier sort et encombre la rue. Soudainement, on dirait qu'il y a un festival à Roombeek. La fumée provenant de la cour de l'usine attire également l'attention des pompiers locaux. L'équipe d'intervention rapide arrive sur les lieux en quelques minutes, mais est empêchée d'approcher l'usine par des centaines de curieux. La foule reste sourde à leurs appels pour dégager le passage, car chacun veut être au premier rang pour assister au spectacle. La police doit intervenir et repousser les gens loin de la scène. Dès que le passage est dégagé, les pompiers ne perdent pas de temps et se précipitent directement dans la cour de l'usine enfumée. Danny De Vries, un jeune caméraman du quartier, est ici pour immortaliser l'événement. Ayant à la fois la rue et la fumée qui s'élève au-dessus des toits dans son cadre, il se retrouve dans une position idéale. Un feu d'artifice éclate dans le ciel, suivi d'une explosion rompant soudainement l'atmosphère généralement joyeuse des rues. Soudain, tout le monde est éveillé et alerte. Ce qu'il y a dans cette usine est dangereux et pourrait menacer leur vie. Alors que le sifflement des feux d'artifice crépite dans l'air et que de petites fusées volent dans tous les sens, la foule s'enfuit des lieux. De Vries reste calme et enregistre tout. Puis, soudain, une puissante explosion le projette au sol. Sa caméra continue d'enregistrer, mais on ne voit rien d'autre qu'un épais nuage de poussière qui retombe sur le quartier. La poussière retombe après quelques minutes, et tout le monde se remet du choc. Instantanément, les rues de Roombeek se sont transformées en scènes dignes d'un film catastrophe. Le niveau de destruction causé par l'explosion indique que l'usine n'était pas ordinaire. Le centre de l'explosion est l'usine de feux d'artifice SE, l'un des principaux fournisseurs de feux d'artifice pour les grandes festivités aux Pays-Bas. Le complexe Roombeek a été établi en 1976, alors que la zone était déjà urbanisée. L'installation d'origine comprenait un atelier et 13 cellules de stockage conçues pour accueillir 18 tonnes de feux d'artifice. En 1996, les propriétaires de l'usine ont augmenté la capacité de stockage à 105 tonnes, et 2 ans plus tard, à 159 tonnes. Au moment de la catastrophe, les capacités de stockage de feux d'artifice de SE comprenaient 13 bunkers situés dans l'enceinte centrale, construits en béton armé, 16 conteneurs en acier, 7 caissons en béton léger et 2 grands hangars. L'usine contenait beaucoup de matières explosives, ce qui était normal vu le chiffre d'affaires élevé de l'entreprise. Le problème, c'est qu'elle se trouvait à seulement quelques mètres d'une zone résidentielle. Le 13 mai 2000 à 15h03. Une caserne de pompiers locale a reçu un appel d'intervention dans le quartier Roombeek. Un incendie s'était déclaré dans l'usine de feux d'artifice et ni les voisins qui ont signalé l'incendie, ni les pompiers ne savaient de quel type d'usine il s'agissait. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux à 15h08, les pompiers ont constaté que l'inflammation de matériaux pyrotechniques était probablement à l'origine de l'incendie. Comme ce type d'incendie était dangereux, les pompiers ont demandé des renforts. Ils savaient que ce serait un travail difficile de maîtriser l'incendie. Heureusement, comme c'était un samedi, il n'y avait aucun employé à l'intérieur de l'usine. Les pompiers ont localisé plusieurs foyers d'incendie dans l'atelier principal. Le feu s'était rapidement propagé dans toute l'enceinte centrale et au-delà, atteignant les façades et le toit des hangars voisins. À 15h28, le feu a atteint des conteneurs en acier, en commençant par celui désigné E2. 6 minutes après avoir pris feu, le conteneur E2 a explosé, projetant de nombreux feux d'artifice dans les airs, ce que les spectateurs ont pu voir de l'extérieur. Pendant ce temps, la situation à l'intérieur des installations de l'usine s'est aggravée. L'incendie s'est propagé hors de contrôle, forçant les pompiers à abandonner leur poste et fuir pour survivre. À l'intérieur de la cour se trouvait également le photographe local, Marcel van Nieuwenhoven, qui essayait de prendre une photo en gros plan de l'incendie.
Depuis le conteneur E2, le feu s'est propagé aux caissons en béton, qui ont commencé à exploser les uns après les autres. L'explosion a créé une boule de feu de 85 mètres de diamètre et une onde de pression équivalente à l'explosion de 770 kg de TNT. L'explosion a détruit les portes des autres unités de stockage, qui ont ensuite été gagnées par l'incendie déchaîné, suivi d'une explosion massive de l'ensemble du site. L'épicentre se trouvait dans la cellule C11, à l'intérieur du complexe central. La force de l'explosion a été évaluée comme équivalente à celle de l'explosion de 4 à 5 tonnes de TNT. Elle a créé une énorme boule de feu de 134 mètres de diamètre. L'explosion a été entendue dans un rayon de 15 km. L'explosion à l'usine de feux d'artifice SE a détruit toute la zone autour de l'usine, soit 40 hectares au total. 400 maisons ont été complètement détruites et 1500 autres endommagées. 15 rues ont été réduites en cendres. Des pompiers des villes voisines ainsi que d'Allemagne sont arrivés à Enschede pour prêter main forte. Les secours ont lutté contre l'incendie dans le quartier toute la journée. Le feu a également ravagé les installations de la brasserie Grolsch voisine, dont le toit contenait de l'amiante, libérant ainsi des composés nocifs dans l'air. Tout le week-end, dans des scènes apocalyptiques, les secours ont fouillé les décombres pour trouver des survivants. 23 personnes ont été retrouvées mortes. Parmi elles se trouvaient 4 des premiers pompiers arrivés sur les lieux. Marcel van Nieuwenhoven, le photographe casse-cou, a également été tué dans l'explosion. Au Medisch Spectrum 20, l'hôpital d'Enschede, 974 personnes ont été soignées pour des blessures. 50 étaient dans un état grave et gardées pour un traitement supplémentaire. La catastrophe a eu une influence dévastatrice sur l'état de santé des victimes et des survivants, en particulier ceux qui ont perdu leur maison. Beaucoup d'entre eux ont souffert d'insomnie, d'anxiété, de difficultés à faire face à la vie quotidienne et d'un manque de confiance en eux pendant longtemps après la catastrophe. Les dégâts matériels étaient énormes. Tout un quartier a été anéanti. Les maisons restantes ont été évacuées et démolies, laissant plus de 1500 habitants sans abri. Les dégâts ont été estimés à 486 millions de dollars. Le premier ministre néerlandais Wim Kok et la reine Béatrix des Pays-Bas se sont rendus sur les lieux, promettant que toute la nation soutiendrait la reconstruction du quartier détruit. De l'avis de tous, l'explosion de feux d'artifice à Enschede a été une tragédie sans précédent dans l'histoire de la ville, seulement comparable au bombardement allié de 1943. Tout le pays s'est intéressé à comprendre comment cela s'était produit. Une commission d'enquête, la commission Husting, a été créée pour examiner les circonstances de la catastrophe. L'enquête reposait sur 3 hypothèses. L'incendie est dû à une erreur humaine lors de la manipulation des feux d'artifice. Il a été causé par l'autocombustion de matière explosive dans l'atelier. Ou bien, l'incendie a été provoqué par un pyromane, car il y a eu récemment des cas d'incendie criminels dans la région. 6 jours après la tragédie, les autorités ont émis un mandat d'arrêt contre les 2 propriétaires de l'entreprise, Rudi Backer et Willy Pater. Comme l'usine présentait de nombreux problèmes de sécurité, les 2 hommes ont été désignés comme principaux suspects. Lorsque la police est arrivée pour exécuter les mandats, les 2 hommes avaient disparu. Cependant, le même jour, Pater s'est rendu à la police, suivi par Backer le lendemain. Les inspecteurs chargés de l'enquête les ont interrogés sur le nombre d'irrégularités liées au stockage des feux d'artifice dans l'établissement. À l'épicentre de l'explosion, dans l'atelier du complexe central, il y avait près de 900 kg de feux d'artifice, alors même que c'était un jour de fermeture à l'usine. Selon la réglementation, s'il n'était pas en cours d'utilisation, il n'était pas autorisé à se trouver dans l'atelier, mais devait plutôt être entreposé dans des installations de stockage. De plus, il était également problématique que l'usine contienne plus de matières explosives que ce qui était autorisé, et qu'il y ait à l'intérieur des types de feux d'artifice pour lesquels il n'avait aucune autorisation de stockage. En général, les feux d'artifice sont classés en 4 catégories de dangerosité selon leur potentiel à provoquer des accidents. Ce sont des feux d'artifice de type 4. Ils présentent un faible risque d'incendie. Les feux d'artifice de type 3 présentent un risque d'incendie et des menaces mineures d'explosion et de projection. Les feux d'artifice 1,2 G présentent un risque sérieux de projection, mais n'ont pas de risque d'explosion de masse. Et enfin, la catégorie la plus dangereuse, le type 1, présente un risque très élevé avec un potentiel d'explosion de masse. SE Fireworks était autorisé à stocker 136 tonnes de feux d'artifice de type 4 et 2 tonnes de feux d'artifice de type 3.
Au lieu de cela, à l'intérieur des conteneurs et des caisses de stockage, il n'y avait que 16 tonnes de feux d'artifice de type 4 et 153 tonnes de feux d'artifice de type 3, 5 tonnes de type 2 et 1,6 tonnes de type 1. C'était plus de 160 tonnes de matières dangereuses non autorisées stockées près de la zone résidentielle. De plus, il y avait une série de problèmes concernant la sécurité des installations de stockage. Le plus évident était la disposition inappropriée des conteneurs et des caissons en béton dans la cour de l'usine. Ils étaient serrés les uns contre les autres, sans distance de séparation, sans mur de terre ni autre forme de cloisonnement prescrite par la réglementation. 2 conteneurs n'étaient même pas censés être là et n'étaient pas autorisés. Aucune installation de stockage n'a été testée ni équipée de dispositifs adéquats de détection ou d'extinction d'incendie. De plus, les photos aériennes du site prises quelques jours avant l'explosion montraient que les portes des conteneurs étaient laissées ouvertes. Si c'était le cas le jour de la catastrophe, cela a certainement favorisé la propagation du feu d'un conteneur à l'autre et l'explosion en chaîne qui en a résulté. Ironiquement, juste une semaine avant l'explosion, l'usine avait été inspectée et jugée conforme à toutes les réglementations officielles de sécurité. Les irrégularités en matière de sécurité n'expliquaient toujours pas comment l'explosion s'était produite. L'erreur humaine était improbable, aucun ouvrier n'étant présent dans l'usine ce jour-là. L'autocombustion du matériau explosif laissé dans l'atelier était également un scénario moins plausible. Bien qu'il fasse chaud et ensoleillé ce jour-là, la température dans l'atelier ne suffisait pas à provoquer une auto-inflammation. Si cela s'était produit, un court-circuit électrique causé par certains appareils aurait été plus probable. L'un des propriétaires arrêtés, Rudy Baker, a tenté de se défendre en affirmant qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Selon ses déclarations, l'ancien propriétaire de SE Fireworks, Harm Smolenbrook, avait des motifs financiers pour l'organiser. Smolenbrook avait vendu l'entreprise à Baker et Pater le 27 avril 1998, mais était resté propriétaire du terrain et des bâtiments qu'il louait aux nouveaux propriétaires selon les clauses du contrat de rachat. Baker disait que Smolenbrook voulait vendre le terrain à la municipalité, mais devait se débarrasser de ses locataires. L'incendie criminel paraissait une bonne solution. En effet, la police a arrêté André De Vries, âgé de 34 ans, l'accusant d'avoir déclenché l'incendie chez SE Fireworks le 13 mai 2000, mais sans aucun lien avec Smolenbrook. Même si De Vries a toujours clamé son innocence, en mai 2002, le tribunal l'a condamné à 15 ans de prison. Le verdict était basé sur les témoignages des témoins, des traces de brûlure de poudre sur son pantalon et ses déclarations. Comme il s'est avéré plus tard, De Vries avait bien raison de clamer son innocence. En 2003, la cour d'appel l'a acquitté d'incendie criminel et l'a libéré de prison. Le rapport final de la commission USTIG a été publié le 28 février 2001. La conclusion était que les propriétaires de l'usine ont commis plusieurs infractions graves concernant la gestion des matériaux pyrotechniques, l'équipement de diverses structures et l'utilisation ou l'emplacement de structures inadéquates. En ce qui concerne les responsabilités des autorités locales et nationales, la commission n'a proposé qu'une série d'améliorations du système. Le 2 avril 2002, un tribunal néerlandais a condamné les propriétaires de SE Fireworks à 6 mois de prison pour importation et vente de feux d'artifice illégaux, violation des codes de sécurité et non-respect des licences de stockage. Ils ont aussi écopé d'une amende de 2 540 $ chacun pour non-respect des règles de sécurité. Cependant, comme ils avaient déjà passé 3 mois en détention provisoire et que leur peine avait été suspendue pour 3 mois, ils sont sortis libres. L'accusation de négligence ayant causé l'incendie a été abandonnée. Des années après la catastrophe et le procès, un célèbre lanceur d'alerte, Paul van Boutenen, a mené sa propre enquête. Il a d'abord affirmé que les inspecteurs avaient mal mené l'enquête, puis a suggéré que l'affaire était une dissimulation orchestrée par le gouvernement. Comme indiqué dans ses rapports, 2 détectives ont affirmé qu'il y avait des problèmes avec l'enquête officielle. Ces affirmations ont été rejetées, mais les détectives ont été renvoyés. Cependant, une enquête interne de la police montre que les détectives avaient raison, mais le rapport concernant cette enquête n'a jamais été publié. Van Boutenen a également signalé que les informations officielles concernant la présence non autorisée de puissants feux d'artifice dans l'entrepôt étaient basées uniquement sur une reconstitution de la catastrophe par l'Institut médico-légal néerlandais, NFI, et le TNO, et non sur des preuves réelles.
Il a conclu que tant l'enquête que le rapport de la commission Hustig avaient été réalisés pour dissimuler la responsabilité des autorités. Néanmoins, le gouvernement et les autorités locales ont fait de leur mieux pour réagir à la catastrophe et reconstruire le quartier de Rumbek. Le gouvernement a apporté un soutien financier majeur à la reconstruction, tandis que les autorités d'Enschede ont coordonné la mise en œuvre du plan. Conscient de leur responsabilité dans la catastrophe, le conseil local n'a pas participé directement au processus de prise de décision, mais a confié la tâche aux habitants de Rumbik. Ceux qui ont le plus souffert ont pu décider à quoi ressemblerait le quartier. Les autorités locales étaient seulement là pour recueillir leur avis. Au final, les espoirs et les souhaits du public ont été concrétisés dans le projet de paix de Brouwer, originaire d'Amsterdam. Rumbik a été reconstruit pour redevenir le même quartier chaleureux qu'il était autrefois. À l'emplacement de l'ancienne usine de feux d'artifice, l'épicentre de la catastrophe, une partie de la fondation en ciment d'origine de l'usine, détruite par l'explosion, a été laissée sur place pour être reprise par la nature. Bien qu'on dise que le temps guérit toutes les blessures, il faudra beaucoup de temps pour guérir les traumatismes des personnes qui ont survécu à l'un des accidents les plus dévastateurs de l'histoire récente des Pays-Bas. Si cette vidéo vous a intéressé, regardez l'épisode suivant. Merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.